Thibaut, bonjour. Merci Oui. d'avoir accepté l'invitation. Alors, tu le sais, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Donc, évidemment, quand j'entends parler de vente OM, ça me titille, j'ai envie d'y croire. Mais d'un autre côté, je suis aussi créateur de contenu et j'ai besoin de faits, de preuves. Et le Mhm. communiqué, il semble être en relecture depuis maintenant 1 an et demi. Alors, ça en est où? Parce que c'était annoncé le 5 février. On en est où aujourd'hui? Le communiqué, déjà, sur plus d'un an et demi d'enquête, c'est deux mots entre deux virgules. Donc, s'il n'y a que ça à retenir, c'est un peu embêtant pour quelqu'un qui suit l'Olympique de Marseille. C'est vraiment même problématique pour la compréhension du dossier qui est très, très complexe. Donc, on en est où? C'est que tout est acté, tout est actif d'ailleurs, sinon l'OM n'en serait pas là et l'OM n'aurait absolument pas l'effectif qu'il a aujourd'hui et n'aurait absolument pas la restructuration massive à tous les étages du club qu'il y a eu depuis un an, n'aurait même pas ce coach qui est cher. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à officialiser et tout est sur la voie. C'est un puzzle qui se termine. Ces deux mots qui comptent beaucoup pour les supporters de l'OM parce que tu imagines bien qu'on attendait évidemment quelque chose qui soit plus rapide, comment ça avait été annoncé naturellement. Donc évidemment, ce sont deux mots qui comptent et qui sont très clivants par rapport à cette vente. Tu disais que la restructuration a été faite à tous les étages. Est-ce que la vente est faite? Ouais, la vente est faite, bien sûr, bien entendu. Sauf qu'on est dans le monde des affaires, on n'est pas dans le monde du football. Donc, dans le monde des affaires, il y a des choses qui se doivent se mettre en place. Il y a énormément d'administratifs, il y a énormément de choses juridiques, de choses économiques, fiscales à mettre en place, sans parler du contexte aussi politique, géopolitique aussi, du contexte Covid. Et donc, en effet, il y a eu un retard dans l'officialisation, ça c'est clair et net. Pour autant, ça ne les a pas empêchés de travailler, de mettre en place et de métamorphoser le club, parce que c'est une métamorphose, hein. Quand on parle de la formation, par exemple, dans ce club, il faut savoir qu'il n'y a aucun jeune qui a un peu d'avenir ou d'envie d'avenir dans le foot qui voulait signer à Marseille. Ce n'était pas du tout un centre de formation ou dans le top du top. Et aujourd'hui, Marseille se bat avec les Manchester, avec Liverpool, l'Inter ou d'autres grands clubs pour récupérer des pépites. Donc voilà, à vous de juger. On va en parler justement dans le sportif juste après, mais pour toi, la vente est faite, c'est impossible de faire machine arrière, les nouveaux propriétaires sont en place. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop engagé, en effet, c'est beaucoup trop visible, même juridiquement, au niveau des sociétés. Eric Soccer, qui a été racheté par Frank McCourt en 2016, est devenu McCourt Europe pour s'occuper, les statuts ont changé en fin d'année 2021, pour s'occuper de son projet Liberty, qui a été créé et lancé publiquement. Voilà, Frank McCourt est sur ses nouvelles aventures. Il va quitter l'OM par la grande porte comme il le voulait, et tout est bien, qui finit bien pour tout le monde. Et tant mieux, parce qu'avec Frank McCourt, parfois, ça a été houleux, comme on se souvient, il y a plus de 10 ans aux Dodgers à Los Angeles. Ça, on l'avait suivi évidemment quand il l'avait racheté et on était sceptique aussi sur son investissement à Marseille dans le but de le revendre. Tu disais tout à l'heure que ça dépasse le football, cette vente de l'Olympique de Marseille qui serait donc actée. Elle englobe quoi? Elle englobe le club, elle englobe le stade. Est-ce qu'elle englobe plus de points qui vont au-delà du football et de la ville de Marseille? Non, on va considérer que pour la vente de ce club de football, c'est une vente de club de football. Il va y avoir certainement dans la foulée l'officialisation aussi de la vente du stade qui ira avec, parce qu'aujourd'hui, l'écosystème fait que vous possédez un club de foot, vous êtes un peu obligé d'avoir le stade pour en faire du commerce, et c'est comme ça, il faut être rentable. Mais à partir du moment où vous faites entrer un pays, le Moyen-Orient en l'occurrence, autour de la ville et autour du club, il faut aussi proposer des business à côté pour avoir j'ai envie de dire, un deal plus global que simplement un club de foot, parce qu'on sait que le sportif dans un club de foot, c'est quand même très aléatoire et que le sportif impacte les résultats économiques. Et donc, c'est assez dangereux de ne miser que là-dessus. Maintenant, redorer le blason de l'OM, vu où il en était ces 10 dernières années, depuis le titre, je pense que c'est la volonté première des repreneurs, ça c'est sûr. Mais c'est pas des fous non plus, on balance pas l'argent par les fenêtres. Donc, à côté de ça, il y a eu forcément des négociations aussi pour d'autres biens et pour d'autres activités, notamment immobilières, des choses comme ça. Mais ça, c'est parallèle au football. Alors, c'est une question qui est revenue de nombreuses fois sur Twitter hier. Est-ce que tu as des preuves tangibles qui montrent que c'est acté aujourd'hui? C'est ce que demandent énormément de supporters quand même. Ouais, bien sûr, ça, c'est mon travail de journaliste. C'est de multiples sources à tous les niveaux. Ce qui est fabuleux avec l'Olympique de Marseille, c'est qu'il y a des sources dans tous les métiers, en fait, et des gens que je connaissais pas, même qui m'ont contacté exprès parce que ils étaient contents de mon travail, etc., etc. Et donc, oui, les preuves, j'en ai. Les preuves, vous vous doutez bien,
ceux qui connaissent le métier, que c'est impossible de les divulguer à certains niveaux. Quand il y a deux personnes dans une salle et qui ont des preuves d'un dossier, à un moment donné, s'il y en a une qui permet de transmettre une information à un journaliste, si le journaliste la sort, on lui coupe la tête. Est-ce que Donc, tu seras en mesure de pouvoir les présenter à un moment? ça, il faudra l'accord des sources. Je pense qu'il y a beaucoup de langues qui se sont déjà déliées et des langues qui vont continuer de se délier après l'officialisation. Donc, on verra ça après l'officialisation. Moi, je travaille toujours en grande confiance avec les gens que je côtoie. Donc, à partir du moment où il y a un feu vert et un feu vert, s'il y a un feu rouge, c'est pas possible. Et ça ne changera rien, à vrai dire. Une fois que ce sera officiel, on s'en fichera de mes preuves, mais je pourrai toujours voir avec les personnes concernées si c'est possible. Mais tout ça sera de l'histoire ancienne très rapidement. Aujourd'hui, la passion est tellement énorme chez les supporters que c'est normal que ça s'embrase de partout. Il y a une attente folle envers ce club. Et même pour le foot français, c'est capital que l'OM reparte très haut. Justement, mais alors, quand est-ce que ce sera officialisé? Parce qu'on avait l'impression que ça pouvait être officialisé en février 2021, puis tu as annoncé que ça pouvait être annoncé et officialisé en mai, voire Non, juin. j'ai absolument pas annoncé que ça pouvait être officialisé en mai ou en fin de saison. C'est des gens qui essaient de me faire porter cette parole. Je ne l'ai absolument pas dit. Il n'y a aucune vidéo qui le dit. Justement, sur l'officialisation dès 2020. Alors, ça sera annoncé quand, Thibaut? Ça, c'est un truc dont je ne parle pas, déjà par respect pour les parties prenantes au dossier, et deux, parce que j'ai déjà eu assez de problèmes, mise en demeure, menaces de mort, etc. à ce sujet, qu'on m'a demandé de me taire. Et donc, la fête de l'officialisation, la fête de cette fin d'affaire, ce sera la fête des supporters et non plus la mienne. Ça ne m'appartient pas ce dossier. Je ne suis pas la tête de ce dossier. Ce n'est pas moi qui décide. Et sachez une dernière chose, c'est que dans les affaires, il y a des feux verts qui tombent du jour au lendemain. Donc, à partir du moment où tout est aligné, ça peut être un lundi, un mardi, etc. Après, il y a juste des bons timings médiatiques. On n'annonce pas une vente d'un gros club à 23 heures le soir. Ni les médias écrits, ni le journal de 20 heures ne peut l'annoncer. Chelsea l'a annoncé à 4 heures du matin il y a 15 jours, pour parler avec Todd Billy. Mais... pour parler, ça n'a rien à ouais, voir. enfin, c'est avancé. Sachant qu'on savait déjà que c'était obligatoirement vendu et que Ted était l'homme qui rachetait. Donc, il n'y a absolument aucune communication et ça a fait parler nulle part. On sait déjà qu'Abramovich s'en va. Quand Abramovich s'en va, en revanche, c'est une info qui tombe là de façon très méticuleuse. Mais aujourd'hui, Chelsea. J'imagine bien aussi que, enfin, j'ai bien compris que tu ne donnerais pas de date ou que peut-être tu ne l'as pas, mais quand on a la communication avec les soleils, c'est bientôt la fête à Marseille, la fête des supporters, ça titille. Moi, j'ai jamais parlé de fête des supporters. Les fois où j'ai mis des soleils, c'est sous la pression de centaines et même de milliers de supporters qui me demandaient juste des indices. Et comme j'étais médiatiquement, on m'avait demandé de ne plus parler du sujet, j'ai juste renvoyé ça pour rassurer certains supporters quant au fait qu'en effet, ça allait beaucoup bouger à Marseille. Parce qu'en janvier 2021, j'avais annoncé qu'il y aurait au moins 10 recrues, 10 à 15 recrues à l'Olympique de Marseille. À ce moment-là, Villas-Boas n'était même pas encore viré et on me regardait de façon bizarre. Et à l'arrivée, c'est ce qui s'est passé l'été d'après, avec soi-disant une équipe qui a 0 €, puisque c'est une équipe qui jouait avec Nagatomo et Sakai pour jouer à la Ligue des Champions. Et tout d'un coup, en un été en plein Covid, alors que Lyon tire la langue, que Bordeaux est à la rue et que beaucoup d'équipes perdent des centaines de millions d'euros, Marseille a pu mettre 50 millions l'été dernier et doit remettre à peu près 50 millions en prêt avec option d'achat obligatoire, puisque c'est du transfert déguisé l'été prochain. Vous me dites, moi je peux poser des questions aussi, vous me dites comment vous faites financièrement du coup, puisque Franck McCourt, donc l'été prochain, doit remettre… On va en parler là-dessus. Sans parler des transferts, il doit remettre entre 100 et 150 millions d'euros. J'ai une idée sur cette question-là, je te répondrai sur le sportif juste après. Pour terminer sur la vente, il y a une dernière question, c'est pourquoi aucun autre média ne communique dessus? Je parle des très grands médias, je parle d'RMC Sport, je parle de l'équipe et Canal+. Faux. Alors ça, c'est déjà Canal+, justement, très bon exemple. Canal+ l'a annoncé en direct de la commanderie le 5 février 2021, sourcé par un de ses journalistes. Annoncé une édition spéciale à 21 h sur Canal+ Sport, je crois, avant de prendre en direct l'antenne et de ne plus jamais en parler. À vous de juger. Concernant la chaîne L'équipe, en effet, on sait ce qui s'est passé. Et concernant RMC, ils travaillent assez proche de l'Olympique de Marseille et en fait, ont toujours dit qu'ils n'avaient pas d'informations là-dessus. Il n'empêche qu'en Angleterre, au Brésil, beaucoup, en Italie ou en Espagne, en Italie aussi beaucoup, ça a énormément parlé de l'Olympique de Marseille. Dans Challenge aussi, on a parlé des négociations pour l'Olympique de Marseille, malgré le fait que l'OM expliquait que ce n'était pas à vendre. Donc, il y a quand même beaucoup de médias très respectés
respectables qui en ont parlé. Après, en effet, au niveau de la presse purement sportive, il y a un problème. Il y a en effet un problème là vis-à-vis de ça, juste de se poser les questions. Pourquoi Eric Soccer est devenu McCourt Europe en novembre dernier avec changement de statut et donc ne dirige plus un club de foot, mais est quand même à la tête de l'OM. Pourquoi Franck McCourt, qui n'est plus milliardaire avec le Covid, est capable de lancer un projet Liberty à des centaines de millions d'euros et de continuer à posséder l'OM, où apparemment, depuis 4-5 ans, quand on regarde les dossiers des NCG, il a perdu plus de 400 millions d'euros. En fait, il y a un truc qui n'est pas en corrélation. Comment on peut changer de commissaire aux comptes, faire une augmentation de capital égale aux 3 dernières? Quand vous parlez comme ça, juste ces termes-là à un homme d'affaires, il vous coupe, il dit « Ah ok, c'est vendu et ce sera rendu public ». On va passer à la partie propriétaire et tu parles d'augmentation de capital. Elle aurait eu lieu en octobre 2020, si j'ai bien sourcé les infos. Tout à fait, ouais. À quoi elle est due et on sait qui est rentré dans ce capital? Parce que c'est une très grosse augmentation de capital à ce moment-là. Ouais, alors justement, c'est plus pour remettre, je vais parler grand public vulgairement parce que c'est des choses compliquées et que je ne suis pas en plus un expert comptable là-dedans. La réalité, c'est que vous agissez comme ça souvent. Ça, ce sont des hommes d'affaires qui me l'ont expliqué, des spécialistes de fusion-acquisition, quand vous voulez remettre les comptes à flot. Les comptes à zéro, aplanir, assainir, et bien vous faites ce genre d'opération qui est en effet qui n'a rien d'anodine. Et c'est la réalité, en effet, c'est de remettre le bilan de l'OM qui était difficile de façon claire, nette et précise en mettant les chiffres à zéro, entre guillemets. Donc voilà, et c'est équivalent en effet aux 3 dernières. Voilà, après, je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres. On sait qui est rentré dans le capital à ce moment-là? Non, d'après certains journalistes, il y a un prêt venant de l'extérieur, donc de banque, et c'est quelque chose qui n'a jamais été posé en conférence de presse, qui n'a jamais été clarifié. Et dans les infos, j'ai malheureusement pas regardé sur société.com, mais c'est des informations auxquelles on peut avoir accès, j'imagine, normalement, de savoir qui. Non, on ne sait pas d'où vient l'argent. Non, on ne sait pas d'où vient l'argent. Et ce qui est fabuleux avec Marseille aujourd'hui, c'est que si on pose des questions, du coup, juste des questions, je ne donne pas de réponse. Mais de la même façon, il y a des nuages autour de OM LLC qui, depuis 2021, est devenu OM LLC A et B et siège dans le Delaware. Delaware, ce n'est pas un paradis fiscal, c'est juste un endroit opaque aux États-Unis où vous n'avez pas accès aux mouvements et accès aux actionnaires de ces sociétés. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez en attendant que. Donc, à partir du moment où ce dossier OM est à l'étranger, en effet, tant que rien n'est déposé en France, vous pouvez faire ce que vous voulez. Qui serait aujourd'hui le propriétaire ou actionnaire majoritaire de l'OM? Très clairement, et toutes les sources et les dossiers le montraient en février 2021, c'est donc un fonds d'investissement saoudien qui prenait la tête de l'Olympique de Marseille l'an dernier. En un an, je n'ai pas accédé ni à toutes les réunions et je ne crois pas tout connaître sur ce dossier, loin de là. Et forcément, mon enquête journalistique n'est absolument pas parfaite. Ce n'est pas possible. Donc, on peut s'attendre lors de l'officialisation à peut-être des changements, à des modifications de pourcentage au niveau des acquéreurs. On verra. Ce serait étonnant quand même que ce soit plus du tout le même pays ou la même personne, les mêmes personnes. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir concernant ce pays, c'est que c'est très vertical. Toute décision vient du prince héritier Mohamed Ben Salman. Ça peut être redistribué au niveau du fonds souverain, le PIF, le fameux. Et dans ce fonds souverain, il y a en effet le financement du fonds souverain est financé par notamment KHC, Kingdom Holding Company, un fonds d'investissement majeur détenu par Al-Walid bin Talal, qui est chez Amazon, chez Disney, chez Apple, etc. Donc des grands hommes d'affaires connus mondialement. Mais il faut savoir que l'Arabie Saoudite, c'est très vertical, donc ce sont des décisions étatiques. L'histoire, c'est que comme Newcastle a été racheté en partie par le fonds souverain, ce serait difficile d'afficher le fonds souverain à l'Olympique de Marseille, puisque tout comme Red Bull avec Salzbourg et Leipzig, vous ne pouvez pas avoir la même entité pour jouer la Coupe d'Europe en même temps. Voilà. Ok. Et j'avais lu justement, on parlait des 5% de Kirill Louis Dreyfus, le fils. Bon, pour avoir. Ça a été vendu. Hein. Voilà, ces 5% ont été vendus, mais je n'ai pas l'impression qu'on en ait la certitude. Et normalement, quand un actionnaire il vend 5%, c'est affiché dans des comptes et dans des choses qui sont tangibles en fait. Si ça a été officialisé, ces 5% lui ont été utiles pour acheter un club anglais. Enfin utile, obligatoire pour acheter un club anglais. Et donc, cette session s'est faite un petit peu en catimini, en effet. Ils n'ont pas fait de grandes annonces, mais les journaux anglais en ont parlé et tout s'est fait dans la continuité, quoi.
Que va-t-il se passer pour la direction marseillaise une fois que la vente serait officialisée? On parle de Longoria, qui est un directeur général délégué, qui a un titre de président. On parle de Sampaoli, qui a été recruté après André Villas-Boas la saison dernière. Il va se passer quoi pour eux? Est-ce que c'est… Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je ne décide absolument pas de ce qui va se passer à l'Olympique de Marseille, de ce que je pense, alors en tout cas, et de quelques informations, c'est que donc déjà, Pablo Longoria est un des plus forts directeurs sportifs du, du football actuellement. Pablo Longoria est presque proche du génie puisqu'il arrive à manier à l'Olympique de Marseille quelque chose que personne ne fait dans le monde. C'est être à la fois directeur sportif, gérer un mercato de 10 personnes et ensuite, enfin de 10 joueurs qui arrivent, et en même temps être président du club, gérer un lobbying, parce qu'il faut auprès des instances être actif. Donc il faut se démultiplier. Donc je ne sais pas comment cet homme fait en dehors d'être surhumain, bravo à lui. Donc refaire une autre saison en tant que directeur sportif plus président, ça me paraît impossible et inhumain pour lui. Donc, il va falloir choisir à un moment donné. Je crois qu'il l'a dit très clairement d'ailleurs dans les médias, il préfère largement le terrain et le sportif au reste et l'administratif. Donc, il va y avoir des changements, en effet, au moins au poste de président pour l'Olympique de Marseille. Pour le reste, ce n'est pas moi qui décide. Les résultats sportifs, il faudra voir encore samedi ce qu'il en est, si les objectifs sont remplis ou pas par le coach. Et ensuite, là aussi, il pourrait y avoir des changements ou pas. Donc là, ce n'est pas moi qui décide. Sûr, mais il y a des questions qui interrogent sur le sportif notamment parce que si l'OM dispose d'autant de puissance financière depuis maintenant un peu plus d'un an, pourquoi la DNCG a encadré la masse salariale? Est-ce qu'il y a un lien? Parce que, encore une fois… Marseille ne possède pas une puissance financière depuis un an puisque les documents sont faits entre pays étrangers et n'ont pas été déposés en France. Sinon, ça aurait été officialisé et l'OM aurait pu être publiquement, comme Newcastle l'a été en janvier dernier et a pu changer d'envergure et se sauver, changer vraiment de cap. Là, on est sur l'étape zéro du projet, restructuration, etc. Et on fait ça en coulisses, en catimini. La réalité, c'est que quand vous officialisez, là, vous pouvez changer d'envergure. Paris l'a pas fait tout de suite, d'ailleurs. Paris officialisé en fin juin 2011. Les premières recrues, OK, il y a eu Pastore qui a été un peu surpayé d'ailleurs. Il y a eu des Lugano, des Alex, Bien sûr. puis ensuite Maxwell, Mota, mais au mercato d'hiver. Donc, ce n'était même pas encore les grandes manœuvres alors que le club était officiellement racheté. Il faut aussi remettre dans le contexte et bien apprendre aux supporters impatients qu'un club grandit petit à petit et ne peut pas brûler les étapes. Donc là, aujourd'hui, tout ce qu'il fait depuis un an, c'est déjà des premières marches capitales. Mais l'OM était encadré au niveau de la DNCG, au niveau de la masse salariale. On a bien suivi que pour faire Harit, il y a eu des salaires comme Balerdi, comme Alvaro González qui ont dû stopper leur salaire. Ça, c'est ce qui a fuité, qui a été un peu rendu public. C'est du jamais vu dans l'histoire de la loi du travail. En 24 heures, 3 joueurs de foot avec leurs agents acceptent de signer des contrats au rabais, c'est pas possible. Donc, il y a eu soit report de salaire pour contenter la DNCG, soit communication, ça peut arriver, mais en tout cas, ils n'ont jamais baissé leur salaire pour un autre joueur, ça n'existe pas. C'est pas possible en 24 heures. L'autre chose, c'est que la DNCG, OK, elle a pas reçu des papiers pour officialiser une vente de club, elle a peut-être un petit peu compris ce qui se passait quand même, mais en tout cas, ils ont encadré. Mais ils ont encadré de façon sympathique, puisque la masse salariale, ça a été prouvé, il y a même l'équipe qui l'a montré dans leur étude de salaire annuel, la masse salariale de l'OM et le salaire moyen a augmenté, les deux. Donc déjà, c'est bizarre en étant encadré de pouvoir augmenter la masse salariale. Amin Harit, pendant 24 heures, c'est un prêt sec à 0 € pour l'OM, ça a posé problème, alors que 10 jours avant, l'OM a acheté Lirola à 13 millions d'euros. Bon, je pense qu'à DNCG, s'il y avait vraiment quelque chose à dire, il fallait le dire pour Lirola 10 jours avant plutôt que pour Harit qui a un prêt à 0 €. C'est assez bizarre, là encore, au niveau de l'encadrement. Alors, si on parle vraiment donc masse salariale, OK, qu'est-ce qui a changé entre l'encadrement imposé au 30 août et le blocage d'Amin Harit et janvier, où 2 joueurs arrivent pour des salaires très élevés, certes, certainement un petit peu décalés dans le temps au niveau du paiement, mais comment vous pouvez recruter 2 joueurs internationaux en janvier alors qu'il y a blocage pour Amin Harit au 30 août? Quand même des bizarreries économiques qui doivent être posées et expliquées parce qu'on ne comprend pas trop. Sur cette partie-là, encore une fois, il y a le côté supporter, il y a le côté pragmatique. Moi, je me dis que l'OM capitalise sur la qualification en Ligue des Champions, fait de l'anticipation. Il y a CVC Capital Partners qui arrive et se dit on prend un risque et on espère qu'on va se qualifier en Ligue des Champions pour pouvoir financer et décaler ces paiements-là.
Donc, si vous Ouais, n'arrivez pas, vous êtes en banqueroute et vous allez en Ligue 2 à la fin de la saison. c'est une Parce que là, on a fait les calculs. Il y a eu 50 millions l'été dernier d'investis. Il y a environ 40 à 50 millions de prêts avec option d'achat obligatoires, donc qui sont des vrais transferts à sortir au 30 juin. Donc, donc, plus les pertes qui ont été pas encore annoncées, bien sûr, c'est décalé d'un an par la DNCG, mais qui, en ces périodes difficiles, sont évaluées allez, entre 50 millions et 100 millions de pertes. Donc, vous devez remettre 150 millions au 30 juin. Vous m'expliquez comment vous faites, mais ça, il n'y a pas de souci, hein. Si certains arrivent à sortir ça du chapeau, il n'y a aucun problème, hein. C'est juste factuel quand on voit les difficultés de tous les clubs, bah, et que Marseille n'a pas pu jouer la Ligue des Champions il y a 2 ans avec mieux que Luis Enrique Ah, ou ça Nagatomo. interroge. Ça interroge. C'est plus que très surprenant. Ça Et interroge. Mais dans l'autre sens, tu as un joueur comme Camara qui risque de partir. Et quand on a un joueur comme alors, Camara qui pourrait vraiment s'intégrer parfaitement dans un nouveau projet de l'OM et être la tête d'affiche de ce projet, pourquoi un Camara pourrait partir alors que demain, il y aurait ça, des nouveaux investisseurs? là, c'est vraiment ta parole de supporter qui Ah parle oui, parce bien que je sûr, comprends c'est tout mon à rôle fait. aussi. Je défends la parole Je des comprends tout à supporters. fait que Bouba Camara te plaise. C'est un joueur magnifique qui évolue de façon splendide. Vous avez déjà eu beaucoup de mal à le signer pro à l'époque. Guardiola le voulait pour le prêter à l'Ajax, etc. Camara est un dur en affaires, mais surtout, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il est à Marseille déjà en formation. Et en fait, ce sont des questions humaines, ces choses-là. Il a envie d'évoluer ailleurs, voir un nouveau championnat, aller à l'étranger, apprendre une nouvelle langue, se développer ailleurs. Ça, c'est une question humaine. Quand Rabiot quitte le PSG de façon gratuite, il joue avec Zlatan et des joueurs immenses. Quand Salah, Mané sont à Liverpool et n'ont pas encore prolongé, ben en fait, vous pouvez leur poser la question aussi, mais comment ça se fait? Vous êtes dans un des 2, 3 meilleurs clubs du monde. Pourquoi vous n'avez pas envie? Ben parce Non, non, ça que c'est s'entend. des Ça êtres s'entend. humains, ils ont des familles, ils peuvent avoir des envies différentes et donc pourquoi pas changer d'aventure. Et en plus, Marseille ne peut pas grandir en un jour. Donc Camara, pour jouer une demi-finale de Ligue des Champions, ça veut dire qu'il doit attendre, si tant est qu'il ait le niveau, etc., ou qu'il le pense. S'il veut franchir un cap, peut-être que c'est en partant justement pour aller plus vite. Mais il aurait pu choisir aussi, à la Verratti à Paris, de grandir toute sa vie avec le même club. C'est pas, je dis, Non, c'est vraiment personnel. C'est pas, mais ça n'a rien à voir avec une vente de club ou quoi. Bien sûr que les joueurs ont compris que le club avait évolué. Sinon, ils ont quand même changé. Le changement entre 2020 et 2021, il est assez fracassant. Thibaut, je vais finir avec deux questions qui sont liées à toi et dont une qui est pour moi très importante par rapport à ce qui s'est passé depuis 1 an et demi et en ta personne. Tu es conscient que beaucoup de supporters pensent que tu t'es moqué d'eux parce que ça a duré très longtemps et que tu as pu jouer sur l'OM. Qu'est-ce que tu as comme réponse à leur apporter aujourd'hui par rapport à ça? Parce que c'est quand même dommageable. Ouais, je sais que beaucoup s'informent en survolant les titres, en allant sur beaucoup de sites internet, on va dire, de non professionnels, et que, du coup, ils sont noyés à l'image de la société dans une masse d'informations et ils sont perdus au milieu de ça. Donc, ce dossier, qui est un dossier ultra économique et du monde des affaires, n'est absolument pas un dossier footballistique. Et forcément, quand on est supporter de foot, on est un peu noyé et perdu au milieu de ça. Donc, je comprends tout à fait le scepticisme, les inquiétudes, l'attente aussi et l'impatience. Il y a de l'impatience déjà lors de chaque match. Chaque défaite est vécue comme un cataclysme par les supporters. Donc forcément, l'attente d'une telle vente pose problème pour eux au niveau de la sensibilité des émotions. Et donc ça, je le prends sur moi sans problème. Maintenant, justement, je me suis mis via Twitch, via mes chaînes YouTube, Twitch, TikTok, en direct 3, 4, 5 fois par semaine, de nombreuses heures, avec qui veut pour me poser n'importe quelle question. Et j'essaie d'en prendre le plus possible. Donc, tous ceux qui ont voulu des clarifications, tous ceux qui ont voulu accéder à moi, je pense qu'ils l'ont pu en 1 an et demi, 2 ans d'enquête et ils savent que je suis très accessible et que j'ai justement voulu briser la vitre que j'ai eue pendant 14 ans, 13 ans de quotidienne télé pour montrer que voilà, il n'y a pas de star, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. On est dispo, on discute, on va sur les chaînes des autres comme la tienne avec grand plaisir, on parle foot, on vit les émotions foot. Moi, ce qui me plaît, c'est quand même parler ballon aussi à la base. Je suis tombé par mon réseau, par mes influences, par mes contacts en 2020 sur cette enquête. J'ai tiré le fil. Par chance, je suis tombé sur les bonnes choses. Maintenant, derrière, je mets ça derrière, on passe à autre chose. Ce sera OK, un dossier qui me marquera parce que j'ai rencontré des gens incroyables. Et après, il ne faut pas se tromper aussi. On a déjà démontré ça et démonté ça sur Twitter. Twitter n'est pas la vraie vie. Twitter a été manigancé par des fausses informations. Elon Musk, avec le rachat de Twitter, l'a montré.
Twitter est bourré de faux comptes et des robots qui s'empressent d'essayer de manipuler l'humeur parce que les médias essaient de capter l'humeur de la société sur Twitter, ce qui n'est absolument pas représentatif. Et donc, il faut se méfier de tout ça parce que justement, moi, il y a eu des études de fait, etc. J'ai aucun problème avec les supporters marseillais, loin de là. Et j'y étais encore l'été dernier et je suis le bienvenu et tout va bien. Et il faut relativiser, prendre de la hauteur là-dessus. Et ça va, mollo. Moi, le seul qui a eu des vrais problèmes, c'est moi, mise en demeure, menace de mort et problème professionnel parce qu'on a essayé de me chercher des casseroles qu'il n'y avait pas et essayer de me casser des contrats puisque je suis à mon compte depuis 5-6 ans après être parti de TF1 où j'étais en contrat et TF1 LCI. Donc, bon, voilà, moi, je gère comme ça. C'est la réalité. Mais non, il n'y a absolument pas d'animosité. Il y a des gens agacés. On connaît, mais tout va bien. Merci Thibaut. Est-ce que tu as un mot de la fin à annoncer sur cette vente OM? Non, rien de spécial. J'ai déjà tout dit, tout va bien. Et merci à toi de m'avoir reçu. Ta chaîne est archi cool. Tu rebondis à fond sur les actus et tout. C'est chouette. Les formats, j'aime beaucoup aussi. Donc, continue comme ça. Et voilà, et tous les amis marseillais, il n'y a aucun problème. Vous connaissez. Ça marche. Merci Thibaut. À bientôt. Bonne soirée.